résultats. Donc, et aussi, au-delà du fait qu'il faut marcher avec les gens qui ont un mindset élevé, tous les gars qui ont un mindset bas, il faut les mettre à côté. C'est là que tu gâtes, tout se gâte. Oui, parce que ce sera une bataille. Tu vas peut-être dire, je vais être à l'échelle continentale. Tu avais des gens qui pensent continental, mondial. Mais tu as encore des amis du quartier, exactement, qui te disent que moi, mon frère, toi, tu crois que tu veux devenir riche plus que qui donc. Et puis, ils sont toujours en train de te tirer vers le bas. Ça va faire que tu seras dans cette bataille-là. Donc, la dernière erreur que les gens font, ce n'est pas rêver grand. Ouais. Donc, il y a des gens qui commencent. Moi, quand je vois quelqu'un qui me dit, moi, je veux m'arrêter peut-être à 10 hectares de terrain, ça m'énerve un peu. Mais peut-être que c'est sa façon à lui. Moi, comme tu disais, il faut voir les choses de manière continentale. Donc, il ne faut pas juste... Minimum. Voilà, minimum. Continental pour commencer. Oui, pour commencer. Parce que je dis aux gens, il faut viser la lune parce que si tu rates, au moins, tu vas te retrouver dans les étoiles. C'est ça. Et mon petit frère l'a dit de manière mieux. Il dit que vise le jet parce que si ça te rate, tu auras au moins l'hélicoptère. Donc, il a raison. Voilà, il est important pour nous, Africains, de rêver très grand. Parce que dans 20 ans, dans 30 ans, si on n'est pas grand, on va facilement nous écraser. La compétition sera tellement rude. Donc, je dis souvent aux gens, il ne faut pas se plaindre parce que 95% des gens, ils s'en foutent et 4% sont fiers de te voir dans la situation dans laquelle tu es. Ouais. Donc, quand tu vas aller, tu dis tu bois parce que tu es dans le désespoir, ça n'arrange rien. Et comme ma femme dit souvent, l'alcool va avec tellement de débauche. Le problème, ce n'est pas seulement la bière, c'est qu'après la bière, il y a la mauvaise compagnie, il y a le mauvais train de vie et tout ça. Donc, il faut que les Africains comprennent que il y a un énorme potentiel. Donc, dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Ceux qui donnent des résultats et ceux qui donnent des excuses. C'est l'une des phrases que tu vas entendre souvent dans la vidéo d'aujourd'hui parce que je suis aujourd'hui avec un entrepreneur juste exceptionnel, un jeune comme toi, comme moi, comme beaucoup en tout cas qui suivent cette chaîne et qui a un parcours finalement atypique parce que Loïc, parce qu'il s'agit de lui, Loïc Kamwa est agripreneur. C'est quelqu'un qui a fait des études supérieures au Cameroun et puis qui à un moment donné a eu l'opportunité d'aller aux États-Unis, mais qui a décidé de revenir parce qu'il a cru que l'avenir du monde était en Afrique. L'interview qu'on fait aujourd'hui, c'est une interview avec un jeune homme qui va te parler avec le cœur de l'Afrique, de la passion qu'il a pour ce continent, des opportunités qu'il voit ici au quotidien et puis de comment il a fait en toute transparence pour arriver là où il est aujourd'hui. Il va nous parler des budgets, des chiffres. Aujourd'hui, Loïc, c'est le jeune homme que tu vois peut-être souvent sur Internet sur son tracteur. Il va t'expliquer comment il a fait pour acquérir ce tracteur-là. Il va t'expliquer comment il a fait pour pouvoir avoir les hectares de terre qu'il a. Il va t'expliquer quels sont les pièges dans lesquels il est tombé quand il a voulu se lancer au début. Comment il a fait pour les surmonter et surtout, comment est-ce que toi, à ton niveau, tu peux faire pour te lancer et obtenir des résultats exceptionnels. C'est un jeune qui est plein d'enthousiasme, plein de dynamisme et surtout plein d'optimisme par rapport à l'Afrique. Et comme il l'a dit lui-même, il veut être l'un des leaders africains parce qu'il croit, comme moi, que ceux qui vont diriger l'Afrique demain, en réalité, vont diriger le monde. Si tu aimes l'Afrique, alors cette interview va te faire énormément plaisir parce que tu vas voir en Loïc peut-être ce que tu as envie de réaliser ou alors la personne que tu as voulu être. Et il va te dire, finalement, comment tu peux le faire? Parce que ce qui est bien avec lui, c'est aussi qu'il est transparent. Transparent sur ses résultats, transparent sur ses chiffres, transparent sur sa vision, transparent sur son leadership. Et tout cela, il te le partage gracieusement dans cette vidéo. Donc, ce que je vais te demander de faire, c'est de prendre des notes parce que la vidéo va être vraiment riche. Elle est un peu longue, mais en réalité, on ne voit pas le temps passer avec Loïc. Je ne l'ai pas vu quand je filmais, donc je pense que tu ne le verras pas non plus en regardant cette interview. Mais prends des notes parce que c'est le genre de vidéo qui, je pense, peut vraiment te faire passer à un autre niveau dans ta vie en termes de business. Donc, prends ce que tu vas apprendre ici aujourd'hui de manière très sérieuse. Et puis, la logique, tu la connais très bien. Si ça te parle, alors ça va parler à d'autres personnes. Tu partages. C'est ce qu'on attend de toi, bien évidemment, en retour. Tu partages la vidéo massivement pour permettre au plus grand nombre de découvrir son travail, d'être challengé dans leur vie et puis de s'en inspirer. Parce que ce genre d'histoires-là, qui sont pour moi de vraies success stories africaines, il est encore très jeune et il a les pieds sur terre. Hein. Mais il a commencé quand même à accomplir des choses qui méritent qu'on s'y intéresse et qui méritent qu'on les partage. Je suis très content vraiment d'avoir fait cette interview avec lui. J'ai beaucoup appris moi-même et je pense que tu apprendras énormément en donnant de la force à ce genre de personnes. Et puis il a une chaîne YouTube aussi qui s'appelle Loïc Kamwa. Tu trouveras en barre de description un lien vers sa vidéo.
dans laquelle tu vas découvrir aussi ses activités, ce qu'il fait. Et pourquoi pas t'abonner, parce que c'est quelqu'un qui va te parler d'agribusiness, mais aussi de mindset entrepreneurial. Il fait beaucoup de choses aujourd'hui. Hein. Il ne fait pas que de l'agribusiness, comme tu vas le voir dans cette interview. Il a commencé à se diversifier. On va parler de son livre dans lequel il te partage les 10 clés pour réussir dans l'agrobusiness en Afrique. Il va te partager bien évidemment comment il fait pour pouvoir réussir là-dedans. Il est aussi aujourd'hui dans la restauration. Il a créé son restaurant. Donc tu vois, il est vraiment en train de mettre ses tentacules à gauche, à droite. Il a créé un centre de formation. C'est d'ailleurs un concurrent. Il fait de la formation en business aussi, mais c'est très bien, il y a de la place pour tout le monde. Et moi, je vois plutôt en lui quelqu'un avec qui on peut collaborer plutôt qu'un compétiteur. Donc voilà, dans tous les cas, suis cette vidéo jusqu'à la fin et partage-la au plus grand nombre parce que je pense que ce qu'il va dire ici aujourd'hui va bousculer beaucoup de gens. Donc je compte sur toi. Et puis si tu es nouveau ici, comme d'habitude, 2 choses. La première, abonne-toi à cette chaîne parce qu'ici on parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont ces 2 piliers-là qui vont permettre aux Africains de développer leur continent. Et puis la deuxième, va dans la barre de description, clique sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret que je lis rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour t'aider à te lancer et à réussir dans les affaires. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, dépêchez-vous de prendre vos places pour nos prochaines journées de formation. Vous savez qu'on est à Dakar le 21 mars, on est à Paris le 28 mars et puis on est en Suisse le 4 avril. Ensuite, on va à Francfort en Allemagne le 18 et puis on va après en Amérique le 2 mai à Montréal et puis le 9 mai dans le Maryland aux États-Unis. Dans la barre de description, vous avez des liens et des vidéos descriptives qui vous permettent de savoir ce qu'on va faire ces jours-là et comment réserver vos places. Et puis comme d'habitude, Loïc va nous faire l'amabilité d'être avec nous ce dimanche en direct pour pouvoir répondre aux questions que j'aurais oublié de lui poser. Donc pour que tu puisses lui poser des questions pertinentes et assister au direct de dimanche, ce que je te propose est assez simple, suis toute l'interview et note les questions peut-être qui te manquent, de telle sorte que dimanche, on puisse les lui poser ensemble. Et comme tu vas le voir, c'est quelqu'un d'adorable et vraiment transparent sur ses résultats. Je ne t'en dis pas plus, l'introduction a été un peu longue, mais elle était nécessaire pour planter le décor et que tu comprennes bien ce qui va t'attendre tout au long de cette interview-là. Et puis, allons rejoindre Loïc. Bonjour Loïc. Merci, bonjour Philippe et bienvenue au pays. Merci Loïc, je suis très content d'être là. Est-ce que tu peux juste te présenter pour commencer pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore? D'accord. Je suis Loïc Kamwa, agripreneur et je vais dire quoi, je produis le maïs et les poulets de chair. Donc, j'ai fait mes études au Cameroun et aux États-Unis. Et je suis revenu après mes études pour m'investir dans l'agriculture qui est mon activité principale à l'heure d'aujourd'hui. Donc, et très récemment, pour partager mon expérience, j'ai donc créé ma chaîne YouTube pour pouvoir partager avec vous mon quotidien et pour vous encourager aussi. Donc voilà, et je vais encore dire très récemment encore, j'ai publié mon livre qui permettra aussi que beaucoup puissent connaître les erreurs que j'ai faites et qui puissent éviter ces erreurs-là en agriculture. Donc voilà un peu, en gros, ce que je peux dire en ce qui me concerne. Mais du coup, Loïc, merci beaucoup. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune homme comme toi, qui est né et a grandi au Cameroun, j'imagine de famille pas forcément très aisée, a l'opportunité d'aller aux États-Unis, il va même, touche le sol américain et revient au pays, alors que d'autres sont prêts à tuer père et mère pour se retrouver de ce côté-là? Bon, quand je discutais avec un ami, il me dit toujours, pour aller aux États-Unis et rentrer, il faut savoir dans ta tête en partant déjà que tu vas rentrer. Donc, si tu pars en disant, je vais arriver là-bas, je finis les études, je réfléchis pour voir si je vais rentrer, c'est presque pas impossible, c'est presque pas possible de rentrer. Or, moi, quand je quittais, je savais déjà que je devais rentrer. C'est pour ça que lorsque je suis arrivé là-bas, on fait des propositions, par exemple, avec des cartes de crédit, on te fait des propositions de travail, et puis tu dis non, parce que tu sais que quand je finis là, c'est pour rentrer. Or, quand tu n'es pas déjà fixé dans la tête, tu prends une proposition et puis ça devient 2, ça devient 3. Après, tu trouves ta femme, tu te maries. Comme j'ai vu certains gens qui vont dire vraiment, je ne peux plus rentrer avant 15 ans parce qu'il faut que l'enfant aille à l'université. Donc voilà. Et autre chose aussi, c'est que j'ai une culture de lecture, je vais dire, très tôt. Dès que je suis entré à l'université, je ne sais pas pourquoi c'est à l'université que j'ai eu ça. Donc, mais comme je lisais beaucoup, j'ai eu, je veux dire, j'ai été au courant du potentiel du continent africain très tôt. Donc, en sortant, quand j'étais aux États-Unis, j'ai dit souvent aux gens,
Mon téléphone Samsung, mon petit Samsung à l'époque, était un peu comme un outil d'espionnage. Donc quand j'allais dans un magasin, c'était pour savoir est-ce qu'on peut faire ça au Cameroun, est-ce qu'on peut faire ça autrement au Cameroun ou en Afrique pour ce qui est de notre continent. Donc j'avais déjà ce mindset-là que je vais rentrer. Donc, et ça m'a permis d'apprendre beaucoup là-bas parce que quand on va avec cet esprit d'apprentissage pour venir appliquer quelque part dans un environnement imparfait comme le nôtre, ça fait qu'on est vraiment motivé à rentrer. Et pour finir, l'une des choses qui m'a encore le plus motivé, c'est qu'une fois on était en classe, on faisait un exercice pendant le cours de business et on a demandé de créer un produit qui n'existait pas encore, de faire une sorte de mini business plan. Les gars sont allés dans les idées du genre, il y a le chewing-gum qui développe le cerveau, il y a une application qui fait ceci. Et à la fin du cours, on se rend compte que tout ce dont on a cité en classe, il existe déjà sur le territoire américain. Je me suis dit, mais ça, c'est pas un endroit où moi je peux faire quelque chose. je ne peux plus changer le monde dans le pays ici. Donc, on est dans un pays où, comme tout le monde connaît, on importe presque tout, on ne produit presque rien. J'ai dit, bon, voilà, ça c'est une confirmation qu'il faut que je rentre après. Mais ce que tu dis, c'est l'une des raisons pour lesquelles je pense qu'il faut venir en Afrique, c'est qu'ici, tout est à faire. Alors qu'en Occident, il faut aller chercher dans des niches très pointues. Exactement. Un business. Et c'est pas tout le monde qui a la capacité technique de savoir faire ça. Alors qu'ici, comme tu l'as dit toi-même, en fait, il suffit de te retourner pour voir qu'on peut faire ci, tu te tournes à droite, tu vois autre chose, ainsi de suite. Très bien. Mais je veux qu'on revienne un peu à ta genèse. Parce que le mindset que tu as, il faut quand même avouer que c'est pas la chose la mieux partagée. Oui. Même sur place, je pense que tu rencontres, quand tu parles à des gens, ils se demandent souvent d'où il vient, lui. J'ai un ami même, pas pour te couper. Vas-y. Donc lui fait le petit commerce. Ouais. Et à chaque fois qu'il rencontre mon petit frère, il sait que je suis revenu des États-Unis, il lui dit toujours, Loïc est toujours là. Parce qu'en fait, il aimerait qu'on lui dise que gars, il est reparti. Donc, on dit que beaucoup de gens sont surpris de ce que je suis là au quotidien et que je n'ai pas l'intention de repartir, sauf peut-être pour des activités ponctuelles et puis Tout à fait. D'accord. Très bien. Revenons un peu justement à ton éducation, à ton enfance. Tu grandis dans quel cadre? Est-ce que tu grandis dans un cadre particulier qui fait qu'aujourd'hui c'est plus facile pour toi? Parle-nous un peu de ton enfance. Bon, je dirais que ça a été un peu plus facile du côté entrepreneurial. Parce que je suis dans une famille où je ne connais pas des membres de ma famille. Je pense une seule tante qui travaille à la fonction publique. Donc la plupart chez nous, ils ne sont peut-être pas des très grands entrepreneurs réussis, mais on a cet esprit-là que chacun doit forcément être quelque part. Compte. Exactement. Donc, et mon père aussi, qui lui, il est entrepreneur. Du coup, je pense que dès le bas âge, il a été un modèle et il est toujours un modèle pour moi. Donc, ça a été un peu naturel pour moi d'entreprendre parce que je n'avais pas déjà ce mindset de finir, rédiger une demande d'emploi et tout ça. Parce que toi, justement, ok, mais à quel moment est-ce que tu te dis, par exemple, ça va être l'agriculture? Parce que ton père, il n'est pas de domaine agricole. Non. À quel moment est-ce que toi, dans tes aventures, tu te dis, ah, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat et ça va être dans l'agriculture? Et tu veux vraiment dire qu'à aucun moment tu n'as pensé à aller en entreprise? Même quand tu es allé à l'université avec les... Parce que le système pousse les gens vers les entreprises. Exactement. Toi, à aucun moment tu ne t'es dit, je vais d'abord aller en entreprise, je vais commencer là-bas et après on va voir. Bon, je veux dire que le déclic que j'ai eu, c'était à l'université justement. Donc, et je le parle même dans l'introduction de mon livre, c'est que à PK Focam, on faisait les cours de leadership. Donc, et parmi nos enseignants, il y avait le fondateur de l'école lui-même qui est Paul Focam de la banque. Alors pour ceux qui ne savent pas qui est Paul Focam, parce que effectivement, en général les Camerounais savent qui est Paul Focam, quoique on connaît ses business sans forcément savoir que c'est lui. C'est depuis quelque temps qu'il se met en avant au travail des communications. Paul Focam, c'est le deuxième homme le plus riche d'Afrique francophone, après Baba Danpulo. Tout le monde connaît Danpulo parce que c'est l'homme le plus riche d'Afrique francophone, hein, je dis bien francophone, c'est-à-dire tu prends tous les pays francophones, Afrique de l'Ouest, Afrique du Centre. L'homme le plus riche, c'est Baba Danpulo. Et le deuxième sur cette liste, c'est Paul Focam. Donc là, quand il parle de Paul Focam, il parle d'un monsieur super riche qui a créé une école dans laquelle tu t'es formé, si je comprends bien. Et lui-même, il était un de tes profs. Donc c'est ce monsieur-là qui a changé ta tête, en fait. Donc quand on était en classe, tu vois, genre, il parle de leadership. Mais dans la tête du sujet, là, je le regarde, je lui dis, mais type, tu as fait comment pour devenir riche? Et du coup, je me pose cette question-là, qu'est-ce que lui, il a fait? Ouais. Donc, et en classe, on disait souvent, il forme les gens pour devenir ses cadres. Mais j'ai dit, je ne suis pas sûr que c'est ça qu'ils pensent. On est mieux leader si on crée des entreprises, on crée plus la richesse.
Donc je me suis dit, il faut que... les gens se disaient, lui, il a créé des écoles pour former ses futurs voilà, cadres. pour former ses Ce qui en soi n'est pas mauvais. Ce qui n'est pas mauvais aussi. Ouais, mais toi, tu as pensé qu'il avait une autre vision. Voilà, qu'il avait une autre vision. Donc du coup, j'ai commencé à m'intéresser à lui. Et heureusement, c'est un monsieur qui écrit beaucoup. Donc j'ai commencé à lire ses livres. Et dans ses livres, il parlait beaucoup de l'agriculture. De l'avantage, du potentiel, puisque c'est un économiste, donc il y a beaucoup de statistiques dans son livre qui parlent du potentiel de l'agriculture. Et je me suis dit, pourquoi ne pas commencer par ça? Donc, et autre chose aussi, c'est que pendant qu'on était chez lui, on faisait des stages dans différentes entreprises, dans les banques, les entreprises de financement. Et puis, je ne me suis pas retrouvé dans tout ça parce que pendant le stage, tu viens à 7h, tu rentres à 17h. Et je me suis dit, non, je ne veux pas de ça. Donc, et je me suis dit, l'agriculture aussi a un énorme potentiel. Donc, au départ, j'ai aussi choisi parce que je me suis dit, il y a une facilité. L'agriculture n'est pas trop réglementée comme certains secteurs. Ouais. Donc, pour quelqu'un qui se débrouille encore, comme on dit, c'était plutôt un truc évident. Donc, et là, je me suis dit, il faut que je Donc là, tu te décides d'aller vers l'agriculture quand tu es encore étudiant. Étudiant, exact. C'est quoi les étapes entre l'étudiant donc et le gars qui aujourd'hui est sur un gros tracteur? Parce que ça, il faut le dire, c'est très impressionnant. Moi, j'aime beaucoup voir tes vidéos quand tu es sur ton tracteur. C'est quoi les étapes? Comment tu fais pour passer d'étudiant à agriculteur professionnel? Comment tu fais? Bon, déjà, au départ, quand j'étais étudiant, j'avais mes petits business. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, j'avais même une ligne de vêtements à l'époque. Oui. Parce que je voulais être le Dolce Gabbana de l'Afrique. Je ne comprenais pas comment on pouvait se vanter de porter des marques étrangères alors qu'on avait ce potentiel. Bon, mais c'est un business que j'ai laissé tomber après. Donc, quand je me suis lancé dans l'agriculture, j'étais encore étudiant. Donc, j'ai vu mon père comme étant déjà dans le monde des affaires. Je lui ai dit, je veux me lancer dans l'agriculture. Est-ce que tu peux m'aider à trouver les terres quelque part? Donc, il m'a donc aidé avec ses contacts. On a acquis, je pense, le premier lot, c'était 7 hectares. Sur la route de Yaoundé-Bafoussam. Donc, et là, quand on commençait, c'était même pas trop business, puisque lui, il aimait déjà ça, dans ces petits terrains qu'il avait de part et d'autre. Le week-end, on avait déjà ça comme habitude d'aller cultiver. Donc, et quand on a donc pris le champ, on l'a mis en valeur, on a commencé avec le maïs. Donc, et puis on allait les week-ends. Et quand le travail était un peu fort, parce qu'on n'a pas commencé à cultiver les 7 hectares, on était à 3 hectares et demi. Donc, on prenait la main d'œuvre dans le village voisin. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à trouver l'activité plutôt intéressante. Donc, et après ça, j'ai donc quitté le pays parce que je ne sais pas si je vais appeler ça partenariat, mais on commence à Pekafoka, mais on finit aux États-Unis. D'accord. Donc, quand je suis allé aux États-Unis, c'est mon père qui gérait le business. Et à mon retour, bon, avant que je ne rentre, il a voulu beaucoup m'encourager. Donc, en plus de 7 autres hectares, il a continué à acquérir d'autres parcelles supplémentaires. Donc, et pendant que j'étais aux États-Unis, donc, il s'assurait que l'activité fonctionne autant qu'il pouvait. Donc, et quand je suis revenu, donc, on a donc déposé un dossier pour un financement à la banque. Donc, et c'est ce financement qui m'a permis de passer de 7 hectares, parce que le total de superficie qu'on avait était de 65. On est passé de 7 à 30. Parce que là, pour mécaniser, il ne faut pas qu'il y ait des arbres, il faut viabiliser le sol. Et bon, c'est de là que je suis passé à tout petit agriculteur, à agriculteur, j'appelle semi-mécanisé pour le moment. Parce que je vais dire quoi, toute l'activité jusqu'à la récolte n'est pas encore mécanisée. D'accord. Donc, en fait, si je comprends bien, pendant que toi tu es aux États-Unis, ton père continue d'acheter des terrains. Exact. Il a grandi la superficie jusqu'à 66 hectares. Exact. Ah, ça, c'est un gros cadeau quand même. Hein? Oui, bien sûr. C'est un gros cadeau. Je lui dis merci tous les jours parce que c'est pas évident de voir des parents qui encouragent. Oui. Et parfois, même des parents qui sont entrepreneurs. J'ai des histoires de gens qui sont même revenus, ils ont voulu travailler avec leurs parents, mais ils n'ont pas pu, ils sont rentrés en Europe et aux États-Unis. Donc, on a la grâce d'avoir un parent qui encourage. Non, c'est le meilleur cadeau que le monde peut faire. Ouais, super. Et donc, il t'a maintenant aidé à bâtir ton dossier. Vous êtes allé vers une banque. Exact. Pour financer quoi exactement? Ton tracteur, c'est ça? Bon, pour financer la mise en valeur et l'équipement. Ah, donc pas que le tracteur, oui, en fait. Pas que le tracteur. Parce que, je veux dire, près de la moitié de l'argent a été mis pour dessoucher les arbres. Parce qu'il faut louer les bulldozers, il faut louer les tractopelles pour mettre tout ça à nu.
Et c'est un travail vraiment, vraiment colossal. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir une idée, même si ce n'est pas le montant précis, de combien tu as pu lever à la banque? 65 millions. 65 millions. Avec 65 millions, tu as pu acheter ton tracteur. Tu as coûté à peu près combien? Le tracteur m'a coûté, je crois, 18 millions. 18 millions seulement? Enfin, seulement. C'est quand même une somme conséquente. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que si j'avais été plus informé, acheter encore moins cher. J'aurais pu, non pas moins cher, mais un plus robuste. Ah, oui, ok. Parce que j'étais dans une chaîne de télé récemment, je parlais du problème de la mécanisation au Cameroun. On n'a pas assez de conseils, par exemple. Ouais. Donc j'ai pris ce tracteur et après je me suis rendu compte que c'était un tracteur de petite capacité par rapport aux superficies que j'avais. Donc, parce que le tracteur c'était un truc de 35 chevaux. C'est aujourd'hui que je vois qu'il est tout petit, mais à l'époque je voyais ça comme si j'avais pris un très grand tracteur. Donc voilà un peu. Tu l'as acheté en Europe ou ici? Ici. Il y a des sociétés qui vendent des tracteurs ici. Oui, il y en a. D'accord, ok. Et donc tu as pu acheter ton tracteur et tu t'es lancé là-dedans et tu as complètement travaillé. Alors, au niveau de la banque, parce que ça c'est un point important quand même. Beaucoup de jeunes veulent se lancer et plusieurs disent ils veulent l'argent et là il faut des financements. Toi, dans ton activité, de ce que je comprends, tu n'es pas allé voir la banque sans rien. Votre activité tournait déjà un tout petit peu quand même. Exactement. Qu'est-ce que vous avez mis en avant pour que la banque vous fasse confiance? Et qu'est-ce que tu peux recommander à quelqu'un qui veut obtenir un crédit d'une banque pour se lancer en business? Qu'est-ce que tu penses qu'il doit d'abord valider avant? Et comment il fait pour avoir le maximum de chances que son dossier passe? D'accord. La première chose que je dis aux gens, c'est qu'il ne faut pas aller à la banque prendre un crédit pour démarrer son activité. Donc les gens font souvent cette erreur-là. Parce que la banque, c'est vrai qu'on est dans un secteur informel, mais eux, ils travaillent avec les chiffres. Donc, et même si, comme on nous a dit dans une conférence, même si la banque te donne un crédit au début de ton activité, refuse le crédit là. Parce que le crédit de la banque vient pour booster l'activité, ça ne vient pas pour risquer avec toi. C'est que tu t'es dit à un certain niveau, voilà, moi par exemple, avant de prendre le crédit, je suis allé à Bafoussam, je suis allé dans plusieurs grosses entreprises, je dis je produis le maïs, voilà les quantités que je produis. Et puis un monsieur me dit, mais pour tourner mes machines par an, il me faut 20 000 tonnes de maïs. Donc, et ce n'est pas une personne qui te dit ça, c'est 3, 4, 5 personnes. Donc à ce moment, tu te rends compte, waouh, il y a vraiment un potentiel. Donc, et quand tu vas vers la banque, tu sais qu'en produisant, il y a déjà un marché conséquent pour ça. Maintenant, au-delà de ça aussi, c'est qu'il faut avoir un compte bancaire. Donc, les gens font souvent cette erreur-là, de créer des entreprises et de n'avoir pas de compte. Hier, par exemple, une petite anecdote, je suis allé voir un ami qui est dans une microfinance ici. Et puis, je lui ai, en blaguant, je lui ai dit, gars, j'ai besoin d'argent, faites-moi le crédit pour une activité. Et puis, il me dit, il y a des gens qui viennent ici, ils démarrent une activité, l'activité fait 2 ans, 3 ans. C'est quand il a besoin de crédit qu'il vient à la banque. Pendant ces 3 ans-là, tu étais où? La banque va dire, il y a 2 options. Soit tu as fonctionné de manière informelle pendant tout ce temps, soit tu es allé vers une banque qui n'a pas pu te financer, mais toi tu viens maintenant nous voir en backup, en roue de secours, et ils n'aiment pas ça. Donc, il est important de pouvoir créer, même si c'est une activité agricole, donc de faire les ventes, verser à la banque, et puis qu'on voit quand même que le compte tourne. Parce que pour qu'on investisse en quelqu'un, il faut qu'on regarde, par exemple, si ton activité fait un chiffre d'affaires de peut-être 2 millions chaque mois, ça veut dire qu'en un an, tu seras à 24 millions. Oui. Donc, tu ne peux pas venir prendre un crédit de 100 millions, on te donne quand même. Donc, il faut déjà savoir ça. Et autre chose aussi, c'est qu'il faut avoir des mentors. Donc, si je allé voir la banque en tant que Loïc, je ne suis pas sûr qu'ils m'auraient donné le crédit. Mais comme j'avais déjà commencé dans le monde des affaires et que j'avais quelques pères, quelques parents qui avaient déjà une certaine crédibilité, ils déposent des cautions et certains m'ont aidé au niveau de la garantie. Mon père, par exemple, il a mis notre maison familiale. Ah ouais, il a mis la maison familiale en garantie. Exactement. Ton père, il croit vraiment en toi, hein? Exact. Donc, tu es son fils unique? Nous sommes 2. 2? Ah ouais, il n'a pas beaucoup de cartes. Ouais, il n'a pas beaucoup de cartes. Donc, il faut dire qu'il faut d'abord être assez crédible en tant que jeune, en tant qu'enfant, pour qu'on puisse faire... Oui, pour que ton père même mise comme ça sur toi, quoi. Mise comme ça sur toi, exactement. Parce que c'est un gros boulot aussi, puisque si tu ne rembourses pas, c'est toute la famille qui paie, exactement. Donc, il faut que les gens apprennent aussi à être crédibles devant les gens pour qu'on puisse les faire, je vais dire, ces garanties-là. Donc, je pense que ça, c'est les quelques éléments qu'on peut... Non, c'est très intéressant. Franchement, c'est intéressant. Donc, du coup, pour récapituler un peu, toi, tu conseilles en tout cas déjà de s'assurer qu'on va vendre
D'abord. Ensuite, de commencer en fait son activité, parce qu'une banque ne va pas te prêter from scratch. Oui, pour démarrer, c'est que tu n'es même pas sûr que ça va arriver. Voilà, c'est-à-dire le risque est trop grand. En fait, en gros, en commençant ton activité et en commençant à faire des bénéfices, tu démontres à la banque qu'elle n'est pas en train de prendre un très gros risque en réalité. Elle vient accélérer quelque chose qui existe déjà. Et puis le troisième point que tu as mentionné, c'est les mentors. Avoir des gens qui peuvent te soutenir dans ton dossier et se porter même garant pour toi. Parce que certaines personnes peuvent dire, j'ai pas de... Et ça, je pense que c'est un point très intéressant parce que, en réalité, pourquoi est-ce que tu veux qu'une banque qui ne te connaît pas te fasse confiance alors que tu n'as même pas l'adhésion et la confiance des gens qui te connaissent? Exactement, c'est ça la grosse question. Et je causais justement avec une gestionnaire à la banque et puis elle me disait, Loïc, il y a des gens à qui on a remis des crédits et puis le mois qui sont, on se rend compte qu'ils sont en train d'organiser le mariage avec. Donc, et on est dans un environnement, en Europe, aux États-Unis encore, tu prends l'argent de la banque, tu ne peux pas filer avec parce que dès qu'on a ton nom et puis on te trace. Mais au Cameroun, un gars peut prendre un crédit, il disparaît. Tu fais même 5 ans, tu ne sais pas où il est. Donc ça fait que les banques sont très réticentes. Et en matière d'argent, c'est un peu comme quand un frère de la famille, quand il vient te prêter l'argent, il a un langage très sucré. Mais quand il faut déjà rembourser, ça devient un problème. Et je dis souvent aux jeunes, tu ne peux pas prêter 10 000 à quelqu'un. Tu lui dis, je te remets dans une semaine. Dans une semaine, tu ne le remets pas. Dans 2 semaines, tu ne le remets pas. Et puis, quand il te parle de ces 10 000, c'est toi qui cries encore sur lui. Ça arrive! Exactement. Mais c'est pour 10 000 que tu me manques les revenus. Je dis, mais si tu n'es pas déjà fidèle sur 10 000, comment est-ce qu'une banque va te faire confiance pour 1 million, pour 10 millions et pour C'est plus? ça. C'est ça. Je pense que c'est la clé, quoi. C'est la personne que tu es, l'intégrité que tu dégages. Si elle est bonne, en réalité, il y a suffisamment de personnes autour de toi qui le remarquent et qui peuvent être garantes. Parce qu'ils savent que ce gars, cette fille, je peux miser sur lui et c'est quelqu'un de fiable, quoi. D'accord, donc en fait, c'est comme ça que finalement tu as fait pour avoir ton crédit. Aujourd'hui, est-ce que tu comptes en prendre d'autres? Est-ce que tu veux encore accélérer ou alors pour le moment, tu termines d'abord de rembourser? C'est quoi ta logique par rapport à ça? Bon, ma logique, c'est de finir d'abord de rembourser. Ok. Donc, et aussi, ce que beaucoup ne connaissent pas en ce qui concerne le crédit, c'est que le crédit, c'est d'abord pour toi, ce n'est pas pour la banque. Donc, quand tu décides des modalités de paiement, c'est bien beau, tu peux dire à la banque que tu peux rembourser en 2 ans ou en 3 ans. Eux, ils seront contents. Mais quand tu prends le crédit et que tu décides que tu vas rembourser, il faut être sûr des rentabilités de ton projet. Parce que l'erreur que j'ai commise aussi, et que je vais faire savoir aux gens qui nous suivent, c'est que j'ai mal calculé au départ mes possibilités de remboursement. Donc, quand j'ai fait mon compte d'exploitation prévisionnelle, je savais que j'ai 2 campagnes de maïs par an. Donc, et si la première campagne donne peut-être 50 tonnes, la deuxième va donner 50. Donc, je dis à la banque que par an, je te rembourse 2 montants égaux en 2 fois. Donc, et je me rends compte qu'au Cameroun, pour ce qui est de la région du centre, on a deux saisons. La première saison de pluie qui est la grande et la deuxième qui est la petite, pendant laquelle le rendement n'est pas assez consistant. Donc ça fait que je rembourse bien au départ, mais après je galère. Donc, mais ce que j'ai aussi compris, c'est que la banque, au-delà d'être des institutions, c'est des gens comme toi et moi. Donc je suis allé, j'ai restructuré le crédit. Je les ai dit, ok, au lieu de rembourser ça en 3 ans, comme je dis, donnez-moi encore 2 autres années, en les expliquant de manière concrète. Et ils ont fait une descente pour constater que ce que je dis est vrai. Donc, et là, on restructure et puis on permet que l'entreprise... Ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Ah ouais, cool. Ok. Aujourd'hui, dans ton activité, est-ce que ça se passe bien? Est-ce que maintenant que tu fais du maïs, à qui est-ce que tu vends? Pas forcément le nom des entreprises, mais dans quel secteur est-ce que tu vends? Est-ce que c'est vraiment facile de vendre le maïs? Parce que parfois, les gens aussi peuvent te faire des promesses. Oh, viens, on va acheter. Et quand tu viens avec ton produit, soit ils te cassent le prix, parce que tu as déjà commencé à produire, il faut que tu vendes. Soit ils te font comprendre qu'ils n'ont pas de besoin finalement, alors qu'hier ils te disaient que tout va bien marcher. Exactement. Bon, je vends à 2 catégories principales. Ok. Donc, la plus grande catégorie qui fait dans les 80% sont les provenderies
ce sont les éleveurs. Et tout Ah, ça. ok. Et l'autre catégorie, c'est les ménages, c'est les entreprises qui font dans les bouillies infantiles et tout ça. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Non, il n'y en a pas beaucoup. Tu n'as pas cité le nom, mais je pense que tout le monde sait très bien à qui tu vends. Exactement. Ok. Donc, et il faut dire que il y a le marché. Si c'est pour le maïs, il y a le marché. Mais sauf qu'au niveau des prix, c'est ça qui dérange. Quand je démarrais, je me souviens, j'ai eu à vendre le maïs à 200 francs le kilo. Ah ouais? Oui, au Cameroun. Donc, mais aujourd'hui, c'est à peine qu'un client t'achète le maïs à 150. Ah ouais. Donc, et autre chose aussi, c'est que le prix, en plus de ne pas être très bon, il varie beaucoup. Donc, une fois ce il y a la bourse ici, il varie en fonction de quoi? C'est plus qu'à la bourse, c'est fini, je te jure. Une fois, un client m'a passé la commande du maïs. Et puis, comme je n'ai pas encore de voiture, donc je m'en vais dans les marchés où les voitures viennent de Bafoussam. Je vois des camions qui rentrent à vide pour qu'ils passent par mon maïs. Donc, le temps que je trouve le maïs, je pense, ça m'a pris 3 ou 4 jours pour que je trouve la voiture qui va transporter le maïs. Donc, et on s'était entendu à un prix. Le temps que le maïs arrive dans la ville, le prix avait chuté de 10 francs. Donc, et le client me dit, le maïs était à 145, moi je te paye ça à 135. Je lui ai dit, mon ami, ça passe pas comme ça. On s'était entendu de ça. Et comme on est dans un secteur informel, l'entente a été verbale, tu peux aller le porter plainte. Et ton maïs est déjà arrivé sur place. Oh. Donc, j'étais donc obligé de lui dire vraiment, autant mieux qu'on partage 50-50. Donc, et 5 francs par kilo, si tu es en train de livrer 30 tonnes à quelqu'un, c'est beaucoup. Donc, voilà les difficultés qu'on a en termes de... C'est malhonnête même. Hein. Exactement. Et parfois, tu n'as pas trop le choix. Non, tu n'as pas le choix. Surtout que tu es déjà devant sa maison. Exactement. Quand tu calcules les frais... Tu ne peux pas faire demi-tour. Ouais, tu ne peux pas faire demi-tour. Donc, tu es obligé avec lui. Et ils savent ça. Donc, voilà les difficultés qu'on a. C'est horrible. Et c'est aussi pour ça que je suis en train de migrer vers l'élevage pour pouvoir transformer moi-même ce que je produis. Parce qu'il y a des clients aussi honnêtes et des gros producteurs de poulet de table qui m'ont dit, mais Loïc, tu as déjà le produit que nous tous on cherche. Pourquoi est-ce que tu ne te lances pas? Donc, c'est des gars qui me conseillent aussi de pouvoir transformer. Je savais ça dès le départ, mais je n'avais pas la pertinence de ce que c'est que transformer toi-même ton maïs. Parce que si on fait juste pour vendre, on s'en sort. En fait, tu es très tributaire du marché. Maintenant que tu vas commencer à transformer, que tu transformes pour toi-même alimenter ton élevage de poulet de chair ou de poules pondeuses, et bien là, ça change tout en fait. C'est-à-dire tu as moins de pression, moins de stress par rapport au marché. Et le poulet, a une rentabilité. Enfin, je ne sais pas si c'est plus rentable que le maïs. C'est bien plus rentable que le maïs à l'état actuel. À l'état actuel, ok. Surtout que j'ai commencé à transformer ça sur place pour nourrir mes poulets. Quand je fais ça sur place, en transport déjà, tu gagnes. Je gagne. En manutention, tu gagnes. Parce qu'on charge un sac de maïs à 200 et on le décharge à 200. Donc, Oui, ça fait 400 francs par sac. Donc il est impératif, lorsqu'on fait l'agriculture, d'associer à ça l'élevage. Moi, je fais les deux de toutes les façons. À une échelle beaucoup plus petite que la tienne, mais je fais les deux, effectivement. Mais je veux quand même préciser que pour les petits producteurs, parce que toi, tu peux faire ça parce que tu es un gros producteur de maïs. Tu es un très gros... Enfin, disons moyen. Voilà, par rapport à quelqu'un comme moi qui a une petite superficie, parce que toi, tu as 65 hectares. Exact. Et tu as quelle superficie sur laquelle tu as mis de maïs aujourd'hui? La superficie totale, c'est 65 et j'ai mis sur 42. 42 hectares de maïs. Alors, même à ton niveau, 42 hectares de maïs, est-ce que tu as déjà fait dans tes calculs un exercice pour voir combien de poulets tu peux nourrir par an maximum? Avec ce maïs? Oui. J'ai fait ce calcul très récemment. Puisque j'étais en train de voir combien de poulets est-ce que je peux faire pour que ça consomme tout mon maïs. C'est ça. Donc, et puis, je me suis rendu compte que même en faisant des bandes de 40 000 poulets, je ne consomme poulet de chair. Oui. Je ne consomme pas tout mon maïs. Mais je suis sûr qu'en faisant l'élevage des poulets pondeuses, on n'aura pas besoin d'aller jusqu'à 40 000 parce qu'ils consomment beaucoup plus de maïs. Ok, du coup, Loïc, tu as quand même quelques années d'expérience maintenant dans l'agriculture. Je sais que dans ta chaîne, tu valorises l'agriculture. Et je ne vais pas te demander si tu penses que les gens doivent se lancer dedans parce que la réponse est évidente. Mais parlons plutôt de la réalité du terrain des difficultés. D'accord? Toi qui es là-dedans maintenant, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées au début, auxquelles tu t'attendais ou à celles auxquelles tu ne t'attendais pas? Et puis comment tu as fait pour les surmonter? Pour celles que tu as déjà pu surmonter?
Bon, déjà, l'une des difficultés que je rencontre et que jusqu'à présent je rencontre toujours pour ce qui est du maïs et de beaucoup d'autres cultures au Cameroun, c'est les semences. Ah, ouais. Donc, déjà, on n'a pas la garantie qu'à la campagne qui vient, on aura des semences de qualité. Parce que ces 2 dernières années, j'ai utilisé une variété de semences, disons 2 variétés du même fournisseur étranger qui, en 2 ans, il a changé de distributeur au Cameroun. Donc, et le temps qu'il change, les procédures et tout ça, on n'est pas sûr. Donc, autre chose aussi, j'ai eu à prendre des semences, j'ai acheté parce que les meilleures semences, on les achète, on ne fait pas comme nos grands-parents qui reconduisaient. Donc, et puis, j'ai eu à semer ça sur près de 30 hectares, il n'y a pas eu de germination. Donc, imagine un peu, on a déjà labouré. Et quand on sème, c'est en mettant l'engrais directement. Donc, ça m'a... 30 hectares. Oui, 30 hectares. Le taux de germination était de moins de 10%. Donc, là, on était obligé de... Je ne sais pas comment j'ai fait pour survivre à cette campagne-là, mais je pense que ça, c'est la plus grosse difficulté que j'ai eue. Donc, et ce n'est pas seulement pour le cas du maïs, c'est le cas de plusieurs semences, par exemple. Récemment, j'ai fait les tomates. Et puis, pour trouver les semences, on a dû aller à Bafoussam, utiliser notre réseau pour trouver les semences de qualité. Parce que parfois, il y en a, parfois, il n'y en a pas, et tout ça. Donc, ça, c'est la première difficulté majeure. L'autre... En réalité, tu dis ça, mais c'est un business, en fait. Oui, c'est un business. Parce que dans chaque problème, il y a une opportunité. Clairement, parce que les gens veulent se lancer dans l'agriculture et pour beaucoup de têtes dans leur tête, l'agriculture, c'est uniquement le gars qui a la main dans le sol. En fait, les métiers agricoles ont beaucoup d'autres métiers, dont le métier de vente, dans le métier de sémencier. Ok, effectivement. Donc, et l'autre problème aussi que j'ai eu, c'était au niveau de l'irrigation. Que ce soit au niveau des cultures maraîchères ou au niveau du maïs, parce que quand on dépend uniquement de la culture de la pluie, elle est souvent très capricieuse. Donc, parfois, elle vient tôt, on attend qu'elle dure, elle ne dure pas, et puis ça affecte énormément les rendements. Parce que le maïs, c'est vrai, c'est une culture de zone chaude, mais je veux dire quoi, l'eau est capitale, comme pour toute plante, bien sûr. Donc ça, c'est l'un des paramètres. Le deuxième aussi, comme je t'ai dit, c'est au niveau de la mécanisation. Donc, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas, mais c'est compliqué de voir un gars où tu as peut-être un projet d'aller, je prends l'exemple, ça peut être 100 hectares, mais tu veux commencer avec 5 hectares. Comment trouver quelqu'un qui va te conseiller sur comment mécaniser de 5 hectares jusqu'à 100 hectares dans un processus? Donc, voilà les différentes difficultés que j'ai aussi eues, en plus des difficultés du personnel qui ne sont pas très faciles à obtenir dans l'agriculture. Pas du tout facile. Je te confirme, je suis confronté à ça. Pas du tout facile. Exact. Parfois, en décembre, comme ça, les gars disent bon, on va aller fêter au village pour revenir. Il y en a qui partent, ils ne reviennent plus. Bien sûr. Donc, et tu vas pas aller les arrêter pour les faire venir. Donc, voilà les différentes difficultés. D'accord. Et comment tu fais pour l'irrigation? Tu comptes irriguer? C'est quoi ton projet? Parce que si tu parviens à irriguer ton champ juste de manière permanente, ça va te faire accroître ta rentabilité fortement. Et est-ce que ça peut pas te permettre de faire de passer à 3 productions par an? Puisque le maïs, c'est 4 mois. Exactement. Bon, ça peut me permettre d'optimiser le rendement, mais pas à 3 mois. Parce que comme j'explique aux gens dans mes vidéos, le maïs, c'est vrai, ça prend 3 mois pour être à maturité, mais on le récolte sec. Oui, c'est vrai. Donc, le temps de laisser que ça sèche au champ, et le temps de laisser que ça sèche dans les cribs pour préparer la prochaine campagne, on ne peut pas se permettre de faire 3 maïs, sauf pour ceux qui vont peut-être faire le maïs doux, qui est aussi un autre marché très porté en Afrique. Il le récolte frais. Là, il peut se permettre de faire 3 campagnes par an. D'accord. Mais effectivement, irriguer va te permettre de... Tu as calculé la marge et tu as vu que ce n'était pas intéressant? Bon, pour le maïs, l'irrigation n'est pas intéressante pour les superficies de moins de 250 hectares. Ah ouais, d'accord. C'est pas intéressant. Mais par contre, pour les cultures maraîchères, j'ai essayé la contre-saison très récemment. J'ai eu un gros souci d'eau, malgré que j'ai eu une motopompe et un asperceur. Donc, il est impératif de pouvoir irriguer sa production. Mais aussi, comme tu as dit, à chaque problème, il y a une solution et une opportunité derrière. Donc, le marché de l'irrigation aussi, c'est un très gros marché. Vide. Oui, exactement. Vide. Très bien. Est-ce que tu veux... toi, je vois que tu encourages... Pourquoi est-ce que tu encourages beaucoup de jeunes comme toi
à se lancer dans l'agriculture, ou du moins dans l'entrepreneuriat, et de manière dans agricole d'ailleurs. On en a parlé tout à l'heure, tu parlais des statistiques et autres. Mais toi qui es au pays et qui vois les jeunes, est-ce que tu as l'impression que les jeunes ne saisissent pas ce message? Comment ils accueillent ce que tu leur dis? Bon, je dirais que je ne suis pas surpris que beaucoup le saisissent parce que il y a une vidéo qui a beaucoup façonné ma façon de voir les choses. C'est une vidéo qui est sur YouTube, ça parle de wealth inequality, donc l'inégalité des richesses entre les plus riches et les plus pauvres. Et puis on se rend compte que 10% des gens ont 90% de la richesse. Mais les richesses que les gens ne font pas, c'est pourquoi, qu'est-ce qui différencie donc ces 10% de ces 90%? Donc, et puis beaucoup de gens veulent se lancer dans les affaires, mais le courage, ils n'ont pas ce courage-là. Une fois, j'ai participé à un prix ici pour une multinationale camerounaise dont je ne vais pas citer le nom. Et puis, puisque j'y étais, je discutais avec les cadres en passant. Il y a un qui m'a dit, Loïc, je veux bien, mais je n'ai pas le cœur, gars. Il m'a dit, ça cache donc. Il faut avoir ce cœur-là de pouvoir, parce qu'au-delà de l'agriculture, l'entrepreneuriat est un risque en soi-même. Ouais. Donc, au début, dès qu'on commence, on n'a pas la garantie qu'on va réussir, mais il faut forcément commencer. Mais aussi, je décide d'encourager les jeunes parce que c'est un bon créneau. Donc, c'est dur au départ, mais au moins, on a la garantie que si ça marche, et puis on fera des trucs extraordinaires. Et il y a un monsieur que je lis qui a dit, dans les affaires, tu peux passer le temps à être faux, mais il suffit d'avoir raison une seule fois. Et cette fois-là peut te mettre à l'écart de l'abri pour au moins 50 ans. Donc c'est pour ça que j'encourage les jeunes parce qu'on est dans un pays où, j'ai souvent fait ces études-là, si tu postes aujourd'hui offre d'emploi, gars, ton mail sera saturé. Donc, pourtant, il y a un gros besoin, il y a les problèmes à résoudre partout. Mais puisque nous sommes dans un modèle de société où on perçoit ceux qui sont dans la fonction publique, dans le gouvernement, comme ceux qui ont réussi, j'ai envie de déconstruire ce modèle-là. Parce que dans le modèle américain, les success stories, les gars qui sont respectés, c'est les gars qui ont réussi dans les affaires. Donc, il faut qu'en Afrique, on comprenne que... Il n'y a qu'en Afrique que les politiciens gagnent plus que les directeurs généraux. Exactement. Et c'est normal. Donc, et il faut faire comprendre aux jeunes que c'est peut-être comme ça maintenant, mais demain, ce ne sera pas le cas. Donc, et ça va changer. Voilà, il sera important. Et l'une des choses qui m'a... Ça ne changera que s'il y a des gens qui se lancent. Qui se lancent, forcément. Et il y a des pays dont je ne vais pas citer le nom, que quand ils viennent au Cameroun pour s'investir dans l'agriculture, les gars, ils n'achètent pas 10 hectares, 20 hectares. Les gars achètent 10 000 hectares, 15 000 hectares. Et on les facilite tellement la voie quand ils veulent faire ces choses. Et puis, on connaît ces pays. Exactement. Même si tu ne les cites pas, on les connaît. Et puis je me suis dit, il faut que je fasse cette promotion. Peut-être qu'il y a des gens même qui ont beaucoup plus de moyens que moi. Bien sûr. Voilà, mais qui ne savent pas à quel point est-ce qu'on a vraiment besoin des entrepreneurs et surtout des agriculteurs au Cameroun. Donc c'est un peu ça mon combat aussi. Parce que il faut dire que d'ici 2050, on sera 2,2 milliards d'habitants. Tout à fait. En Afrique. Voilà. En Afrique, oui. Donc, imaginez les embouteillages qu'il y a dans nos marchés là. Ce sera comme ça x2. Si on ne se prépare pas à voilà, ça. si on ne se prépare pas. Et il y aura un besoin en tout, nourriture, hébergement, transport, habillement, transport et tout ça. Donc, il est impératif de pouvoir entreprendre maintenant. Pourquoi tu as senti le besoin d'écrire un livre? Déjà parce que je lis beaucoup. Ouais. Donc, pour ceux qui me suivent, ils savent que je lis un livre chaque semaine. Ouais. Donc, et le fait de lire, je comprends que je suis ce que je suis aujourd'hui à cause des expériences des autres, de l'apprentissage que j'ai eu, de ce qu'ils ont écrit. Donc, je me suis dit, il faut aussi que j'écrive pour pouvoir apprendre aux gens de ce que j'ai vécu. Parce que j'ai commis tellement d'erreurs quand j'ai commencé. Et parce que j'ai fait des recherches, que ce soit sur Amazon ou dans les bibliothèques ici au Cameroun, il n'y a pas de livre sur l'agriculture. Bref, en ce qui concerne le business, on peut trouver des fiches techniques d'élevage et tout ça, mais en ce qui concerne l'agri-business, il n'y en a pas. Ouais. Donc je me suis dit, autant mieux que j'écrive sur mes expériences et aussi connaissant beaucoup d'autres agriculteurs qui pour certains ont réussi, d'autres ont échoué, j'ai décidé de mettre ça dans le livre pour que les autres ne puissent pas venir faire la même erreur qu'on a faite. Comment s'appelle ton livre et où est-ce qu'on le trouve? Dans mon livre, ce que Philippe est intitulé 10 clés pour réussir dans l'agro-business en Afrique. Donc, et ces 10 clés, c'est un peu les 10 grosses erreurs que j'ai commises et que les autres ont aussi commis. Donc, dans ce livre, je fais ce partage. Et même par rapport au financement dont on a parlé, il est plus détaillé à l'intérieur, comment obtenir un financement. Et aussi, j'ai pensé à la diaspora. Comment est-ce que la diaspora peut faire pour investir facilement
Il ne faut pas leur dire qu'il faut revenir obligatoirement. Non, pas forcément. Un problème ne peut pas avoir qu'une seule solution. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai écrit le livre et pour que les autres au moins... Et où est-ce qu'on peut l'acheter? Il est disponible sur Amazon? Il est disponible où? Bon, il est disponible sur Amazon et pour le cas du Cameroun, il est disponible dans 3 villes, Douala, Yaoundé et Bafoussam. Dans les principales librairies? À Yaoundé, il est disponible dans mon restaurant, au restaurant Sankara. Ah, tu as un restaurant? Oui, j'ai un restaurant. Ah, mais regarde, toi tu fais... Non, parce que le contrat avec les librairies à Yaoundé traîne un peu, mais je pense que dans les semaines qui viennent, elles seront disponibles. Bon, ici... Et ton restaurant est où? Que les gens, quand je viendrai à Yaoundé, je vienne manger ta nourriture. Oui, il est au quartier Touguébé, en face du lycée bilingue. D'accord, ok. Donc voilà. Donc à Yaoundé, c'est là-bas. Et à Douala, c'est où? Oui, à Douala, c'est dans 2 librairies ici. Il y a une librairie en face de l'université de Douala. Ok. Oui, donc bon, il y a une autre. C'est en cours? Oui, qui est en cours de ok, de discussion. Très bien. À Bafoussam aussi, il est disponible à AgriShop, dans un magasin de produits phyto, parce qu'il n'y a pas beaucoup de librairies à Bafoussam et c'est situé au niveau du Carrefour Total pour ceux qui veulent prendre de ce côté-là. Et tu as dit il est disponible sur Amazon aussi? Oui, il est disponible. Ah, mais c'est parfait, donc on peut l'avoir en Europe sans problème. Donc à la fin de la vidéo, même tu peux mettre le lien au niveau de... Ok, on va mettre le lien dans la barre de description, effectivement. C'est là, je commence à te faire de la promo, là, hein, mon gars. C'est super. Ok, non, franchement, moi, je suis très content de ce que tu fais. C'est quoi tes perspectives alors? Tu te projettes comment? Tu te vois comment demain? Comme j'ai toujours dit, ma vision, c'est d'être le leader africain en production de céréales et de volailles. Ah, génial. De volailles aussi? Oui, les deux. D'accord, leader africain en production de céréales et de volailles. Oui. Ça, c'est une bonne vision. Parce que je ne peux pas produire que les céréales, sinon les autres vont se faire beaucoup d'argent sur mon dos. Non, mais ça, c'est une très bonne vision. C'est une très bonne vision parce que... Pourquoi c'est une bonne vision? Parce que déjà tu es à l'échelle africaine. Parce que ce que je vois, c'est beaucoup d'entrepreneurs. Il n'y a qu'en Afrique que je vois ça. Quand un entrepreneur africain se lance, en général, il pense à conquérir son quartier. Quand un Américain se lance, il veut conquérir le monde. Le monde, exact. C'est-à-dire, ils sont tous dans la logique monde. Et tu ne penses pas de la même manière. Quand tu penses à conquérir le monde et quand tu penses à conquérir ta rue ou ton quartier, c'est pas le même mindset. Pas le même mindset. Et toi, c'est génial. Donc toi, tu te vois aujourd'hui être le leader en Afrique en production céréalière et en volaille. C'est parfait. C'est parfait. Parce que je me suis rendu compte qu'avec les petits voyages que j'ai fait dans certains pays africains, c'est presque les mêmes problèmes partout. Sauf que c'est parfois plus grave dans certains pays que d'autres. Mais on a presque les mêmes problèmes. Donc, et au-delà du livre aussi, je me suis rendu compte qu'il y a un besoin de formation en agriculture. Parce qu'avant de trouver des ingénieurs avec qui je trouve maintenant, ce n'était pas le travail le plus facile. Donc, j'ai donc décidé de former les gens. Donc, c'est pour ça que j'ai créé Agribusiness Academy, dans un centre de formation professionnelle qui est sur mon site de production. Parce que je ne peux pas parler de formation pratique s'il n'y a pas de pratique au quotidien. Tout à fait. Voilà, donc ça c'est... j'ai déjà fait 2 rentrées. Donc, la dernière rentrée était en janvier et la prochaine est en juillet. Mais aussi, j'ai pensé aux gars de la diaspora qui ne peuvent pas venir se faire former. C'est aussi pour ça que je suis en train de finaliser une plateforme pour les cours en ligne. Parce qu'au-delà de produire, il y a ce transfert de connaissances là qu'il faut. Et j'ai dit tous les jours, on a un continent à développer. Je ne peux pas le faire seul. Bien sûr. Donc, il est important que je puisse enseigner. D'autres soient outillés et que d'autres puissent le faire aussi. Très bien. Ben, écoute, Loïc, comment est-ce que tu veux qu'on se... Bon, tu en as un peu parlé déjà, mais comment est-ce que toi, aujourd'hui, quel conseil tu donnes aux gens de la diaspora qui, par exemple, pensent à l'Afrique, ne connaissent peut-être même pas l'Afrique pour certains parce qu'ils sont nés là-bas, mais ils veulent participer. Les gens comprennent que c'est ici que les choses se passent, ils veulent faire partie de ça. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Bon, déjà, comme c'est la plus grosse difficulté, c'est de lancer un business ici et puis d'être là au quotidien. Mais récemment, il y a une formule intéressante que j'ai trouvée et ça vient de la difficulté que les Africains ont de se mettre ensemble. Donc, si moi, par exemple, je suis en France et que je veux faire dans l'agriculture, il y a tellement de gens qui me contactent de la France. Donc, ils se disent, moi, je ne peux être au Cameroun que peut-être 2 fois par an, donc peut-être 2 mois ou 1 mois. Donc, au lieu d'avoir un projet, et la plupart des projets, c'est presque les mêmes choses, on peut se dire, on est en France ensemble, on est 10, on sait que si chacun descend 1 mois l'année, ça va faire qu'on va couvrir l'année et on aura un suivi constant sur notre projet. C'est ça. Donc, il faut aussi que ces gens-là
apprennent à se mettre ensemble pour que le projet fonctionne. Parce que si même les employés savent que tu n'es là que 1 mois ou 2 mois pendant l'année, ils ne prendront pas la chose autant au sérieux que quand toi tu es là. Or, quand ils savent qu'ils ont un suivi constant, ça fait que déjà là-bas vous êtes ensemble. Donc le rapport, quand tu es là, c'est comme si tout le groupe était là. Et puis l'activité pour moi fonctionne. Et au-delà de ça aussi, c'est qu'il y a ces différentes compétences. Tu peux avoir fait comptabilité là-bas, un autre lui il a fait finance, un autre lui il a fait production. Il y a des gens qui ont fait des écoles en agriculture à l'étranger. Donc vous voyez que s'ils parviennent à se mettre en synergie, ce sera plus facile de pouvoir suivre leur projet ici. Tout à fait. La vraie difficulté, c'est se mettre ensemble et se faire confiance pour pouvoir travailler ensemble. Mais effectivement, il y a beaucoup de compétences dans la diaspora, énormément de compétences, mais qui ont peur les uns des autres à cause des histoires bizarres qu'on raconte souvent. Oui, effectivement. Donc ça, pour moi, c'est un très bon conseil. Et est-ce qu'on a parlé... non, pas vraiment. Je veux qu'on termine là-dessus, peut-être. D'après toi, ton top, allez, 5 des plus gros pièges dans lesquels les gens tombent souvent. Pas forcément ceux sur lesquels tu es tombé, mais ceux dans lesquels tu vois là où il faut vraiment mettre les gens en garde. Ce serait quoi d'après toi? Bon, pour moi, le premier piège, et c'est un piège dans lequel je suis tombé, c'est que quand je suis revenu, j'ai voulu tout faire. Parce qu'en Afrique, on a tellement de problèmes qui révèlent tellement d'opportunités au point où, si on n'est pas focus, on risque de vouloir tout faire et on ne fait rien. Donc, il y a un de mes amis qui m'a dit, mais Loïc, concentre-toi à l'agriculture que tu fais, c'est un domaine très porteur. Donc, et comme on parlait tout à l'heure, c'est pas seulement aller au champ, tu vois, il y a le livre, il y a l'éducation, tout ça. Et puis, c'est à partir de là que j'ai dit, ok, je laisse tout, je me focalise sur l'agriculture. Donc, c'est un piège que les gens font beaucoup. Ils ont une entreprise, à peine l'entreprise a fait 1 an, ils créent la deuxième, après ils créent la troisième. C'est un peu comme une femme qui a 4 bébés. Donc, en une fois. Donc mon fils a 1 an et demi, je sais la peine que ça fait d'avoir un enfant. Donc c'est un peu ça avec les entreprises. Donc ça c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est que les gens veulent légaliser les entreprises trop tôt. J'en ai parlé récemment en plus. Donc légaliser son entreprise demande beaucoup de responsabilités. Donc, et on n'a pas toujours, en tant qu'Africain avec le secteur informel, pas pour dire qu'on ne légalise pas, mais au départ, ce n'est pas la priorité vraiment. Donc, on peut fonctionner de manière informelle le temps d'avoir des ressources vraiment fiables pour s'assurer de pouvoir légaliser son entreprise. Donc, et la troisième erreur qu'on commet aussi parfois, c'est qu'on n'aime pas travailler avec les gens. Donc, parfois, on a notre business et puis on veut fonctionner seul. Donc, on a peur. Soit, je ne sais pas si les gens... On veut gagner seul. Voilà, on veut gagner seul. Oh, par exemple... On ne partage pas. Voilà, les vidéos que je fais en ligne, par exemple, je ne peux pas faire l'infographie. Donc, j'ai pu convaincre un ami infographe. Je lui ai dit, ok, voilà le projet, on travaille ensemble. Et puis, la plateforme qu'on veut mettre en ligne, je ne sais pas coder. Donc, mais je vois une connaissance qui connaît dans le codage. Et puis, je lui dis, voilà le projet, on le fait ensemble, on partage les revenus ensemble. Or, parfois, on veut toujours garder tout en soi-même et on finit par ne rien avoir. Tout à fait. Voilà. Partager. Et ça revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure comme conseil aux gens de la diaspora, de se mettre ensemble, pour pallier à l'absence, à la problématique de l'absence. Donc, autre erreur aussi. Quatrième, c'est qu'il ne faut pas trop attendre du gouvernement. En Afrique. Donc, j'ai des gens... L'État. De l'État. C'est la faute de l'État. Non, faut pas... Je dis souvent, moi par exemple qui fais l'agriculture, j'ai jamais reçu un accompagnement de l'État. Donc, si entre-temps ça vient, c'est bon. Mais si ça ne vient pas, non, faut pas attendre. Parce que l'État, comme les très grandes entreprises, c'est les procédures à ne pas finir. Donc, vous pouvez... En supposant même qu'on peut vous financer, vous pouvez lancer un financement maintenant. Et puis, c'est en 3 ans qu'on vous donne l'argent de ce financement. Entre-temps, alors, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez. Voilà. Donc... Il y a des gens comme ça, ils ne font qu'attendre. Exactement. Un financement de l'État. Exactement. Donc, et entre-temps, les choses ne font que passer. Parfois, après 3 ans, même le business peut déjà être saturé pendant que vous recevez le financement de ce que tu voulais faire n'est plus à jour. Exactement. Donc, et la dernière erreur que les gens font, ce n'est pas rêver grand. Donc, il y a des gens qui commencent. Moi, quand je vois quelqu'un qui me dit, moi, je veux m'arrêter peut-être à 10 hectares de terrain, ça m'énerve un peu. Mais peut-être que c'est sa façon à lui. Moi, comme tu disais, il faut voir les choses de manière continentale.
Donc, faut pas juste... minimum. Voilà, minimum. Continental pour commencer. Oui, pour commencer. Parce que je dis aux gens, il faut viser la lune parce que si tu rates, au moins tu vas te retrouver dans les étoiles. C'est ça. Et mon petit frère l'a dit de manière mieux. Il dit que vise le jet parce que si ça te rate, tu auras au moins l'hélicoptère. Donc, il a raison. Voilà, il est important pour nous Africains de rêver très grand parce que dans 20 ans, dans 30 ans, si on n'est pas grand, on va facilement nous écraser. La compétition sera tellement rude. Donc, il est important de pouvoir avoir ce mindset-là. Comment on fait pour avoir un mindset comme le tien? Ou plus que le tien? Comment on fait pour avoir un mindset? Parce que tu dis, il est important de rêver grand. Et la clé pour rêver grand, c'est le mindset. Ça ne vient pas de nulle part. Exactement. Comment on fait pour développer son mindset? Comment on fait pour, d'après toi, comment on fait pour commencer à voir au-delà de ses ornières, au-delà de ses peurs, au-delà de ses limitations? Comment on fait pour voir grand? Pour moi, la première chose, c'est, comme je dis souvent, la loi des moyennes. On est la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de son temps. Donc, si tu veux rêver grand, approche-toi des gens qui rêvent grand. Donc, et pour les gars de la diaspora, c'est même encore plus facile parce que beaucoup de gens qui ont réussi écrivent. Ici en Afrique, chez nous, c'est encore... On cache. Ouais, on cache encore. Donc, mais je pense qu'il faut être autour des gens qui rêvent grand. Par exemple, depuis que j'étais à l'université, j'avais pas besoin qu'on me pousse pour que j'aille dans les conférences sur l'entrepreneuriat, que ce soit payante, gratuit, à Yaoundé ou hors de Yaoundé, j'étais toujours présent. Parce que je sais que si tu es dans un environnement, des gens qui disent « Yes, we can do it », ça veut dire que tu te dis toi aussi, même de manière inconsciente au début, tu vas dire « Yes, we can do it ». Et après, tu vas dire « Forcément, je peux le faire ». Donc, il est important de s'entourer des gens qui rêvent grand. Ouais, donc en fait, pour toi, l'une des principales clés pour changer son mindset, c'est changer son environnement. Exactement. Ouais, c'est la base, hein, la clé, c'est une très très grosse clé. Hein, c'est une très grosse clé parce que en réalité, tu peux tout appliquer. Si l'environnement n'est pas bon, tu n'auras pas de résultat. Tu n'auras pas du tout de résultat. Donc, et aussi, au-delà du fait qu'il faut marcher avec les gens qui ont un mindset élevé, tous les gars qui ont un mindset bas, il faut les mettre à côté. C'est là que tu gâtes. Oui, parce que ce sera une bataille. Tu vas peut-être dire, je vais être à l'échelle continentale. Tu avais des gens qui pensent continental, mondial. Mais tu as encore des amis du quartier, exactement, qui te disent que moi, mon frère, toi, tu crois que tu veux devenir riche plus que qui donc. Et puis, ils sont toujours en train de te tirer vers le bas. Ça va faire que tu seras dans cette bataille-là. Donc, il est important pour toi, même s'il faut te séparer de tes amis pour un bon moment. Je dis souvent aux gens que mes amis savent que je serai plus utile pour eux riches que pauvres. Donc, il serait important qu'on se sépare d'abord, le temps que je puisse me développer et puis que je puisse aussi les tirer. Donc, aller vers les gens qui sont en haut et ceux qui sont en bas là, qui nous tirent tout le temps vers le bas, il faut se séparer. D'accord. Et si c'est la famille? Même la famille, pourquoi pas? Même la famille, parce que on peut souvent, en voulant faire plaisir à la famille, on n'atteint pas nos objectifs. Or, il y a deux types de personnes dans la vie, ceux qui donnent les résultats et ceux qui donnent les excuses. Donc, demain, tu n'expliqueras pas à tes enfants qui ne peuvent pas aller à Harvard parce que tu voulais faire plaisir à la famille. Donc, il faut être dans ce mindset, result oriented, comme les anglophones disent souvent. Ok, ça, là tu commences à lâcher du lourd vers la fin de l'interview. Quelques fléaux que je vois quand même beaucoup ici. Quelle est ta position par rapport à la bière? Je vois que les jeunes sont beaucoup dans la bière. Ouais. Beaucoup. Comment on fait pour vaincre ça? Je ne sais pas, mais on est des champions en consommation d'alcool ici. Pour le Cameroun, particulièrement. Pour le Cameroun, oui. Si tu résous les problèmes sur le champion, les autres peuvent suivre. Oui, les autres peuvent suivre. Et puis, il y a un monsieur qui m'a dit un jour, Loïc, je comprends pourquoi tu écris le livre, tu as l'école, tu as les restaurants, tu as ceci. Parce que c'est un monsieur qui me connaît, il me dit, gars, tu ne bois pas, tu n'es pas dans le jonglage avec les petits dehors comme nous. Tu es toujours focus. Quand on s'assoit là, tu n'as pas le temps de raconter du n'importe quoi. Et puis, il faut ça aussi. Donc, et comme on parlait de la loi des moyennes toujours, il est important, si tu ne veux pas être soulard, ne marche pas avec les soulards. Donc, et en Afrique, je pense qu'on boit beaucoup parce qu'on pense qu'on a tout notre temps devant soi. Parce que quand un gars prend sa bière, là, il passe en moyenne 25 à 30 minutes devant une bouteille de bière. Vous voyez un peu. Or, pensant qu'on a trop le temps, les autres vont finir par nous devancer. On dit souvent qu'on est à 100 ans en arrière, mais on risque d'être à 500 ans si on continue. Donc, il faut que ces Camerounais aient conscience là, qu'on n'a pas toujours le temps.
Donc, aller se voir samedi, on se voit le soir pour prendre une bière. Non. Autant mieux se voir. Samedi même, c'est bien. Les gens se voient lundi, mardi soir. Exactement. Hier, comme on est à Douala, hier, je marchais avec mon petit. Et puis, je lui dis, regarde, c'est plein partout dans les bars. Donc, comment est-ce que les gars font? Parce qu'ils se disent qu'ils ont tout le temps devant eux. Et puis, pas pour dire est-ce que c'est pas aussi le désespoir? C'est-à-dire de se dire. Tu sais que les gens souvent disent que de toute façon, même si j'ai le doctorat, je vais finir dans la moto-taxi ou comme chauffeur de taxi. J'ai l'impression qu'il y a aussi une forme de défaitisme chez les jeunes. Oui. Parce que certains d'entre eux, il faut le dire, attendent une fois de plus que l'État leur garantisse un job une fois qu'ils auront un diplôme. Et comme ils se rendent compte que les jeunes qui ont eu des diplômes n'ont pas de job satisfaisant, ils se disent, ah, ça sert même à quoi de m'impliquer dans ces histoires-là? Si c'est pour terminer à faire la moto ou au chômage, autant mieux je bois mes bières. Donc parfois j'ai l'impression que la bière c'est aussi comme un lieu où les gens déversent leur frustration par rapport à la vie. Bon, c'est un point qui est très important et le désespoir, beaucoup de Camerounais et d'Africains l'ont. Je ne sais pas quand est-ce que ça a commencé, mais c'est un problème qui est là. Les gens ne rêvent plus. Ouais. Donc, et parfois quand ils ont des soucis, ils se disent on va les noyer dans la boisson, oubliant que les soucis sont déjà devenus de bons maîtres nageurs. Donc, mais je pense que le désespoir vient aussi du fait qu'ils ont beaucoup mis leur espoir en des gens. Ouais. Donc, et au-delà du gouvernement, la plupart du temps, on est déçu dans la vie parce qu'on attend trop des autres. Ouais. Or, on oublie que les autres, je dis souvent aux gens, il ne faut pas se plaindre parce que 95% des gens, ils s'en foutent. Et 4% sont fiers de te voir dans la situation dans laquelle tu es. Ouais. Donc, quand tu vas aller, tu dis tu bois parce que tu es dans le désespoir, ça n'arrange rien. Et comme ma femme dit souvent, l'alcool va avec tellement de débauche. Le problème, ce n'est pas seulement la bière, c'est qu'après la bière, il y a la mauvaise compagnie, il y a le mauvais train de vie et tout ça. Donc, il faut que les Africains comprennent qu'il y a un énorme potentiel. Donc, et que si on veut... La bière, c'est bon quand on est producteur, mais quand on est consommateur encore, là, c'est pas bon du tout. Et les gens ne se rendent pas compte que les bières qu'ils boivent, en fait, c'est un gros argent qu'ils sont en train de dépenser. Ils ne savent pas. Mon père m'a dit un jour qu'il allait rencontrer un de ses amis, et puis son ami lui dit, mais en fait, tu es déjà arrivé, tu as Yaoundé, tu as une voiture, et puis tout ça. Et puis il lui répond, toi si tu pouvais arriver, il lui dit, mais comment? Ah, il lui dit, mais comment? Oui, il lui dit, comment? C'est mon père qui lui dit, ok, te connaissant, tu peux boire en moyenne combien de bières par jour? Il dit que non, une journée ne peut pas finir sans que je bois ma bière. Donc, il a dit que prenons le minimum 1. Il dit que bon, et le week-end, il dit qu'avec les amis, ça gâte. Par exemple, ça veut dire que chaque semaine, tu as 5 000 que tu mets de côté. On ne compte pas l'argent que tu donnes aux petits, les bières que tu partages aux amis et tout ça. Il lui dit, tu multiplies ça fois 52. Tu as Yaoundé depuis combien d'années? Il dit, je suis à Yaoundé depuis 8 ans. Il dit, si tu avais économisé cet argent de boisson, forcément tu aurais accompli beaucoup de choses. Et puis quand ils ont fait le calcul, il a vu que il avait mis énormément dans la bière. Et la bière, c'est difficile de prendre une. On prend toujours une après, il faut une deuxième et tout ça. Donc, tu sais quand tu commences, tu sais pas quand tu termines. Quand tu termines. Donc, il faut que ces gens-là comprennent que le désespoir, en allant vers la bière, ça ne sert à rien. C'est un peu comme des gens qui... quand j'étais aux États-Unis, par exemple, ce que j'ai remarqué, c'est que la communauté noire se plaignait un peu beaucoup. Que nos parents ont été esclaves, donc le gouvernement nous doit tout. Si on calcule le salaire d'un esclave, des journaliers et ceci. Donc, et un ami m'a dit, n'attends pas que ton bourreau d'hier vienne te demander des excuses aujourd'hui. Il faut que les gens comprennent ça. Donc, pas pour dire que nos gouvernements sont nos bourreaux, mais ils ne viendront pas s'excuser, même s'ils ont fait des erreurs. Donc, la responsabilité, c'est d'abord nous-mêmes. Et puis, si plus tard les choses s'améliorent, pour nous qui sommes optimistes et qui croyons que les choses vont s'améliorer, on sera déjà quand même quelque part. Donc, voilà un peu... Waouh, très très intéressant. Je crois qu'il y a un dernier point là où je voulais te faire réagir. Alors juste je précise, d'habitude, quand je fais des interviews comme celle-ci, il y a une deuxième partie le dimanche, pendant laquelle je fais un direct avec la personne de l'interview pour permettre aux gens de lui poser des questions. D'accord? Donc normalement, le dimanche où cette vidéo va paraître, on va faire un petit direct. Tu peux le faire avec ton téléphone. Je t'expliquerai comment on va le faire techniquement. Et l'idée, ce sera que tu puisses répondre aux questions des gens que j'aurais peut-être oublié de te poser en parallèle. Parce que je pense que cette interview va faire que beaucoup de gens se posent beaucoup de questions sur ce jeune homme, sur son tracteur, sur comment est-ce qu'il fait.
pour pouvoir faire ce genre de choses. Moi, ma seule tristesse, c'est qu'il n'y ait pas des millions de Loïc. Parce qu'en fait, ce que tu nous as dit là aujourd'hui, c'est pas sorcier. Tu n'as pas eu besoin d'aller voir un marabout, un sorcier ou un féticheur. Tu as un parcours que beaucoup d'Africains peuvent avoir parce que beaucoup d'Africains ont eu dans la vie des faveurs que tu n'as même pas ou que tu n'as pas eu en naissant. Beaucoup d'Africains ont eu des parents qui ont misé sur eux pour qu'ils aillent en Europe, alors qu'en fait ici, ils auraient pu bâtir un réel empire parce que de ce que je comprends, qu'on a découvert, tu n'es pas juste dans les champs, tu fais de la formation, tu écris des livres, tu as un restaurant, ça c'est ce qu'on a déjà compris, j'imagine qu'il y a encore d'autres choses. Et tu es encore très jeune. Parce qu'en fait, c'est bien ça qu'il faut voir, c'est que tu es en train de mettre aujourd'hui les jalons qui vont faire que dans quelques années, tu auras, si tu sais bien gérer, parce qu'en fait tes problèmes après ce seront des problèmes de gestion. Si tu sais bien gérer, tu vas vraiment avoir un vrai gros groupe qui va commencer à étendre ses tentacules. Et moi je vois en toi en tout cas clairement une des personnes qui vont être vraiment des décideurs sur le continent demain, à minima sur le continent demain. Parce que je pense que ceux qui vont réellement diriger l'Afrique demain vont diriger le monde. Je le pense. Très d'accord. Et l'impact que tu es en train d'avoir ici déjà à ton échelle et qui est en train de grandir est un impact qui va se répercuter demain. Aujourd'hui, tu te rends compte que des gens comme Aliko Dangote veulent acheter ou peuvent acheter des clubs comme Arsenal depuis l'Afrique. Oui, depuis l'Afrique, oui. Et tout son argent, il le gagne ici. C'est pas un gars qui a des investissements. Ailleurs, il gagne tout son argent ici. Et il le dit lui-même, tous les jours, les gens viennent le supplier pour qu'il vienne investir ailleurs, en Europe. Et il dit, gars, j'ai pas fini ici. Oui, exactement. Il y a encore tellement à manger. Il y a encore tellement d'argent ici. Pourquoi est-ce que tu veux que je laisse ça pour aller en Europe? Voilà, exact. Et moi, l'un des buts de cette chaîne, c'est de mettre en évidence des gens comme toi, des gens classiques, des gens quotidiens, qui n'ont pas eu... Chacun à ce niveau a toujours un petit coup de chance, tu vois. Quelqu'un va peut-être dire, oui, mais lui, il a eu son père. Oui, mais toi, tu as peut-être ton oncle. Exactement. Toi, on n'est jamais self-made. Voilà. Tu as toujours une possibilité ou quelqu'un autour de toi qui fait que tu peux, si tu l'actives. Le problème, c'est qu'en fait, moi, j'ai constaté que beaucoup de gens ne se servent pas de leur réseau, de leur relation comme un réseau. C'est-à-dire, il y a des gens ici qui sont au chômage et qui ont des oncles ou des tantes, qui ont des postes dans des entreprises. Exactement. Mais pourquoi est-ce que ces personnes-là n'ont pas le réflexe d'aller voir cet oncle ou cette tante? Parce qu'ils ne voient en elle qu'un oncle ou une tante. Exact. Ou alors, ils n'ont pas eux-mêmes l'attitude. Parce que tu as dit tout à l'heure un truc qui était pour moi très important au début de l'interview, c'était de dire que des gens autour de toi étaient capables de pouvoir miser sur toi. Moi, aujourd'hui, je suis sûr que si je reviens au Cameroun pour m'installer, il y a tellement de personnes qui sont prêtes à travailler avec moi. Parce que j'ai pu établir au fil des années ma fiabilité vis-à-vis de ces personnes-là. Et le problème, c'est qu'en fait, et je dis souvent ça dans certaines vidéos, c'est que je crois que l'un des inconvénients de beaucoup de gens, c'est que les gens eux-mêmes ne se prennent pas eux-mêmes au sérieux, en fait. C'est-à-dire, il suffit que tu commences à te prendre au sérieux pour que tout le monde autour de toi remarque. Même s'ils ne te disent rien, ils vont remarquer que, ce gars, tu ne peux pas lui faire ça. Ou tu ne peux pas lui dire ça, parce que lui, il ne va pas accepter ça. Or, en réglant déjà ça et en se prenant au sérieux, parce que je veux vraiment que ta vidéo parle, parce que tu es sur le continent et beaucoup de vidéos que je fais, comme je suis dans la diaspora, j'interviewe beaucoup de gens de la diaspora, tu vois. Et les gens peuvent se dire oui, mais ils sont en Europe, parce que toi tu es sur le pays, tu as les pieds sur terre, comme on dit, et tu réussis sur place. Et je pense que tu nous as partagé en toute transparence tes chiffres, comment tu as fait pour arriver là où tu es, comment tu fais pour grandir, et il n'y a rien de sorcier dedans. Non, il n'y a rien de sorcier. Il n'y a rien de sorcier. Et on n'est plus à l'époque où on va cacher les choses, parce qu'il faut que je dise, depuis que je fais ce partage d'expérience, j'ai eu tellement de bonnes choses et tellement de bonnes rencontres que tu ne peux pas imaginer, Philippe. Oh, si j'étais en train de dire, moi je fais mon agriculture, je vais réussir seul et puis les autres ils n'ont qu'à se battre comme ils peuvent, je ne suis pas sûr que j'aurais eu les résultats que j'ai Je ne t'aurais pas découvert puisque tu serais en train de cacher. Je n'aurais pas découvert. Je pense que cette interview va t'ouvrir d'autres portes. Mais c'est l'idée, quoi. On est dans un monde dans lequel la générosité paie. Moi, je pense que les entrepreneurs, les bons entrepreneurs, ce sont des gens très généreux. On les paie en retour de leur générosité, mais en général, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est dans le don. Il donne. Et plus tu donnes, c'est un peu comme une loi de l'univers, plus ça revient. Plus les gens veulent t'aider, plus les gens veulent se dire non, franchement, il faut qu'on encourage ce gars, il faut qu'il fasse ça davantage. Parce que peut-être que moi, j'ai 60, 70 ans, je n'ai plus la force, mais ce jeune-là, il faut lui donner les moyens d'aller plus loin. Et ça crée une chaîne, quoi. Et moi, je dis toujours que l'Afrique, c'est l'endroit où il y a le plus de... Les talents sont le plus aussi
cimetière. Oui, exactement. Parce que les gens sont partis sans qu'on ait jamais exploité leur talent et ils n'ont pas apporté au monde ce qu'ils auraient dû apporter au monde et qui aurait changé des choses, quoi. Donc, pourtant, il faut dire que l'Afrique a d'énormes talents. Ayant été au niveau de la diaspora, quand tu vois les gars, ce que les gars réalisent, et quand je reviens des États-Unis, je te dis pas, certains cadets de l'université me disaient, mais comment, l'école là-bas, c'est comment? Je leur dis, mais le plus dur là-bas, c'est d'échouer. Donc, les gars sont surpris parce que nous sommes dans un système où, je veux dire quoi, un enseignant, par exemple, se vante d'avoir une seule personne qui a passé dans sa classe. Or, ailleurs, c'est le contraire. Tu vois un peu? Donc, ça, j'ai jamais compris ça. Exactement. Or, c'est quand les Africains arrivent dans un environnement où tout est, je ne vais pas dire tout est mis, où ils sont avantagés, que tu vois que les gars sont prêts ici dehors. Donc, les Africains excellent partout. Ouais, partout. Les Africains passent, ils excellent dans les études, dans les entreprises, dans les institutions internationales. Exactement. Et quand tu vois qu'un Africain arrive à un certain poste dans une institution, ce n'est jamais par le piston. Oui, jamais. Parce que quand tu entends qu'une Française est directrice du FMI, c'est parce que l'État français a fait le lobbying. Les Africains, généralement, il est quasiment self-made. C'est son talent qui a fait que il monte jusqu'à... C'est pas son président au pays ou son État qui s'en fout d'ailleurs de lui, qui l'a aidé. Oh, tu vois des Africains qui sont à des postes extrêmement importants. On a eu par exemple un Sénégalais là qui a été directeur d'une banque suisse, parce que je crois qu'il vient de quitter la banque. Pendant 5 ans, il a pris une banque qui était juste down et il l'a relevé. Et les gens se sont rendus compte que, attends, même dans la banque, ces gars-là, ils ne sont pas moins intelligents. Il faut juste leur donner les moyens, quoi. Tu lui donnes les moyens, tu lui donnes une boîte et il peut faire ce que tous les autres font. Donc, et au-delà même de donner les moyens, les gens vont dire qu'eux, ils sont au niveau de la diaspora, mais en Afrique, même si on ne te donne pas les moyens, gars, cherchez les moyens. Donc, on a toujours autour de soi une opportunité qu'on peut acquérir pour pouvoir devenir ce qu'on veut. Donc, et puis, comme je dis, il y a toujours 2 catégories de personnes, ceux qui donnent les résultats, ceux qui donnent les excuses. Et ailleurs, on a dit, tu peux soit faire $1 million, soit donner $1 million d'excuses. Tu vois, mais les deux ne peuvent jamais aller ensemble. Donc, et en Afrique, on aura toujours beau trouver qui est le responsable, mais à la minute où on se dit je suis le responsable de ma vie, et puis on prend des initiatives et on trouve les moyens. Donc, et je vais te dire que quand beaucoup de gens se plaignent des moyens, c'est parce qu'ils n'ont pas compris que autour de toi, même ta maison, il y a beaucoup de gens qui ont des maisons familiales les enfants sont déjà tous partis. Tu commences ton usine là-bas, tu peux commencer à faire tes petits trucs. Donc, et beaucoup de gens qui sont devenus grands aujourd'hui, ils n'ont pas commencé grand. C'est juste que, comme j'ai parlé dans l'une de mes vidéos, on appelle ça le phénomène des success stories. Donc, un monsieur, par exemple, comme Dangote, qui a bâti son empire pendant 35-40 ans. Que les gens n'ont pas vu. On va te faire une vidéo en 10-15 minutes. Tu te dis, il a commencé comme ça, et puis les gens se disent, wow. Donc, du coup, moi, et avec les applications, c'est la catastrophe. On se dit, Facebook a commencé comme ça, après il est devenu, on se dit, je peux aussi rester dans ma chambre, tac, j'ai fait une application. Donc, pourtant, c'est un processus. C'est ça. Donc, commencer avec le peu qu'on a. Je peux commencer avec 50 000. Un autre commence avec 1 million. Rien n'est garanti que celui qui a commencé avec 1 million va finir plus que moi. Donc, il faut que les gens apprennent à utiliser ce qu'ils ont au quotidien pour pouvoir devenir ce qu'ils veulent. Je suis totalement d'accord avec toi pour dire que, en réalité, l'argent nous entoure, en fait. Et quelqu'un a dit un jour que l'argent n'aime pas quand on lui court après. Si tu lui cours après, il te fuit. Oui, exactement. Lui, il aime courir après les gars. Il prend les ailes même quand tu le pousses. Il prend les ailes. Tu ne le vois plus du tout. Par contre, l'argent court après les bonnes personnes. Exact. Quand tu as le bon profil, l'argent vient à toi. Je crois que c'est Napoléon Hill qui avait dit ça. L'argent vient à toi en si grande quantité que tu te demandes, mais il était où avant? Exactement. C'est le résultat de certaines choses qu'on a fait. C'est pas une cause. C'est ça. Et quand je vois, c'est pour ça que je disais que pour moi, dans quelques années, c'est bien pour dire que l'état où tu es aujourd'hui, c'est très bien, mais ce n'est qu'un début. Parce que pour moi, tu n'es qu'au début. Tu es encore embryonnaire. Il ne faut pas commencer à se dire je suis. Et je pense que tu n'es pas dans cet état d'esprit. Non. Mais tu peux vraiment bâtir de très grandes choses, quoi. Et c'est très bien que tu sois dans le partage. Et que tu redistribues, que tu redonnes toi aussi ce que tu fais. Et parlant d'être dans les... Il y a un gars que je suis qui est super intéressant, le monsieur qui arrive là-bas. Le gars, on l'appelle the 100-year business plan. Parce que lui, son business plan, c'est sur 100 ans. Oui. Donc, moi, quand je fais mes entreprises, j'ai réfléchi, je me dis,
mon fils, comment est-ce qu'il va faire quand il sera grand? Parfait. Donc, du coup, quand tu as ce mindset-là, on ne crée pas les entreprises juste parce qu'on veut dans 5 ans ou dans 10 ans. Non, je me suis déjà projeté, je me dis, d'ici 2100, on sera pratiquement 5 milliards d'habitants sur le continent. Où est-ce que je me positionne? Mes enfants, mes petits-enfants, qu'est-ce qu'ils deviendront? Donc, et il est important que les Africains aient ce mindset-là. Parce que l'orgueil vient souvent du fait que on n'avait pas imaginé qu'on devait se retrouver quelque part un jour. Et puis quand on se retrouve, on se met facilement. Quand on s'est projeté comme ça fait deux choses. D'un, au niveau là où tu es, tu te dis c'est normal en fait. Exact. Parfois tu te dis je suis en retard. Exactement. Par rapport à là où j'ai envie d'aller. Et puis surtout, ça te maintient dans... Parce que c'est très facile aussi quand tu commences à avoir un petit succès, surtout quand tu es entouré des gens qui ne l'ont pas, de penser que tu es arrivé. Et ça, je vois ça chez beaucoup de personnes. C'est-à-dire, le gars, il commence à peine à gagner un petit truc et tu as l'impression que lui, il est sur Mars, quoi. Voilà. Alors qu'il n'a encore rien accompli par rapport à ce qu'il peut réellement accomplir. Mais écoute, Loïc, je précise que tu es venu spécialement de très loin pour faire cette interview. Exact. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Que tu aies accepté de te déplacer pour venir ici à Douala, parce que toi, tu n'es pas un gars de Douala. D'ailleurs, quand je t'ai donné les endroits, tu disais, je ne sais pas du tout où c'est. Mais franchement, merci beaucoup d'avoir accepté de venir jusqu'à moi pour qu'on puisse faire cette interview. J'espère que la prochaine fois, on se reverra et on discutera. Et puis, pourquoi pas voir la possibilité de faire des synergies, puisque moi aussi, je fais des formations, comme tu le sais. Pourquoi pas. Il faudra peut-être voir comment est-ce qu'on pourra faire des synergies ensemble et faire peut-être même des parties pratiques, parce qu'il y a des parties pratiques que je vais faire dans mon propre champ, mais il y a des cultures que je ne fais pas du tout. Et ça peut être intéressant de faire des collaborations avec toi pour que des gens qui veulent faire ce genre de culture viennent par exemple plutôt dans tes champs, parce que l'idée c'est que les uns et les autres puissent avancer ensemble, parce que comme je dis toujours, si tu es le seul à réussir dans ton environnement, c'est pas bon, parce que tu vas faire que tout le monde autour de toi va te jalouser en fait. Oui, exactement. Et puis, tu vas mourir plutôt que prévu. Plutôt que prévu. Or, si quand tu réussis, tu fais d'autres personnes monter, c'est ça la vraie richesse en fait. Exactement. Et l'avantage, c'est que tu peux grandir à un niveau. Quand tu veux tomber, c'est eux qui te soutiennent aussi. Ils vont te soutenir. Parce que, en fait, quand tu gagnes de l'argent et tu fais que d'autres personnes gagnent de l'argent, tout le monde veut que tu gagnes. Exactement. Parce qu'ils savent que quand le gars là gagne, il me donne tel marché, il me donne tel contrat. Voilà. Tout le monde veut que tu grandisses. Les gens qui... les entrepreneurs qui sont souvent seuls, c'est les gens que les gens ont repérés comme étant chiches. C'est-à-dire, lui, quand il gagne, il ne redistribue pas. Il a une place. Alors que c'est pas bon, quoi. Ouais. Il faut que tu gagnes et tu fais. C'est pas que tu distribues de l'argent gratuitement, mais tu permets aux autres activités des autres. Tu crées la richesse tout autour de toi. Tu crées de la richesse autour de toi et permettre aux autres. Et tu augmentes aussi leur niveau d'exigence, de qualité, pour qu'ils grandissent, quoi. Et ben écoute, je vais te laisser donner le mot de la fin à ceux et celles qui nous regardent. Tu es face à des... Internet te regarde. Qu'est-ce que tu veux leur dire? D'accord. Bon, pour finir, j'ai juste deux choses. Comme le slogan de Nike dit, just do it. Donc, on n'attend pas le moment parfait. Donc, il y a des gens que j'ai rencontrés aux États-Unis qui m'ont dit, j'attends que le président quitte le pouvoir ou qu'il ne soit plus en vie. Rien ne nous garantit. C'est vrai que quand on regarde, on appelle ça quoi? La loi de la sélection naturelle. Nos présidents qui sont plus âgés que nous sont censés mourir avant nous. Mais nous aussi, on peut mourir avant qu'eux, parce que les jeunes aussi, ils meurent tous les jours. Donc, si vous attendez que tout soit prêt, que l'environnement soit idéal, pour que vous puissiez vous lancer, l'environnement ne sera jamais idéal. Donc, c'est à vous de pouvoir créer cet environnement-là. Et puis, plus tard, s'il devient idéal, tant mieux. Mais s'il ne le devient pas, que vous soyez parmi ceux qui ont réussi. Et aussi, en deuxième position, comme je l'ai dit dans la vidéo, il y a deux catégories de personnes, ceux qui donnent les résultats et ceux qui donnent les excuses. On est tous dans les familles où il y a certains parents qui disent, si on m'avait envoyé à l'école, je devais devenir ici. Mais il y en a qui ne sont pas partis à l'école, mais qui malgré ça ont fini par devenir quelque chose. Donc il ne faut pas que d'ici 15, 20, 30 ans, qu'on soit encore en train de dire à nos enfants que si on avait fait telle chose, on serait devenu. Ça doit être une fierté pour nous de les dire, malgré ou bien contre vents et marées, on s'est battu et puis on a accompli quelque chose de grand. Donc il faut être au niveau des gens qui donnent les résultats, zéro excuse. Donc voilà mon mot de fin. Merci Loïc, merci beaucoup. Et à dimanche pour la partie en direct. D'accord, ce sera un plaisir. Ok, super, c'est parfait. Ok.